si ce paramètre devait être plus négatif que moins 1, la seule explication possible, c'est une modification des lois de la gravité. S'il est moins négatif que moins 1, c'est-à-dire s'il vaut moins 0,9 par exemple, plusieurs explications sont possibles, à la fois en termes microscopiques ou en termes de modification des lois aux grandes échelles. Mais s'il est plus négatif que moins 1, par exemple, moins 1,1, moins 1,2, la seule explication possible serait une modification des lois de la gravité. On verra par la suite vers quoi on tend. D'accord ? Maintenant, on peut construire plein de modèles. La meilleure façon de relier ces modèles, comme je l'expliquais, même si on peut les classer dans ces grandes catégories d'interprétation, c'est de les relier aux observations, c'est de calibrer ces modèles. Par exemple, la constante cosmologique, de dire quelle valeur elle doit avoir pour expliquer la dynamique de l'univers. Si j'imagine un contenu microscopique, quelles sont les propriétés spécifiques de ce contenu microscopique en essayant de reproduire les observations. Ce qu'on fera alors, c'est ce qu'on appelle de construire des modèles réalistes. C'est-à-dire qu'ils vont spécifier dans chaque modèle, dans chaque interprétation, combien de matière j'ai besoin, combien d'énergie du vide j'ai besoin, qu'elle soit interprétée comme ceci ou comme cela, quelle courbure j'ai besoin, etc., etc. C'est ce qui est fait ici. Et comme ceci, je vais construire, parce que maintenant on va se situer dans ce cadre, 3 modèles essentiellement. Un modèle avec constante cosmologique, donc minimalement, s'écartant minimalement de la formulation première de la relativité générale, en introduisant une constante cosmologique, qui, jusqu'aux données WMAP, le satellite, justement Planck, a un petit peu fait évoluer les choses, prédisait 26% de matière totale, environ 60, donc le complément, 74% d'énergie noire, etc. Un modèle plutôt de nature microscopique, qui est d'imaginer une forme de matière microscopique, on pourrait rentrer dans le détail, qu'on appelle un champ de quintessence, qui, dans ce cas, conduit à exiger seulement 23% de matière pour pouvoir expliquer la dynamique de l'univers, donc 77% d'énergie noire, un niveau de fluctuation un peu plus bas, vous voyez, qui est caractérisé par cette quantité. Ici, il vaut 0,8, ici, il vaut 0,66. C'est-à-dire que mes fluctuations de départ, dans ce cas-là, dans le premier cas, il faut qu'elles soient plus importantes que dans le deuxième. C'est les observations qui me le disent exactement. C'est exactement, et je vais y revenir dans le transparent qui suit, le travail phénoménal, somptueux, qu'a pu faire Planck et préciser Planck sur ces paramètres. Et je passe ce modèle, un troisième modèle, caractérisé par un paramètre, le paramètre W dont je parlais tout à l'heure, qui ne pourrait être interprété que par des modifications des lois de la gravité aux grandes échelles, donc une extension de la relativité générale, qui lui implique un peu plus de matière dans l'univers, mais des fluctuations aussi quand même très importantes, parce que la dynamique de l'univers va être différente dans ce cas-là, etc., etc. Mais vous voyez que dès que vous allez additionner un modèle pour l'énergie noire un peu compliqué, microscopique, ou de modification des lois de la gravité, il va falloir, en plus de suivre la dynamique de l'univers, suivre la dynamique de cette composante. C'est ce qui est traduit par ces équations ici, ce qui est fait dans le calcul que je présenterai tout à l'heure. Ici, justement, comment vont se situer tous les travaux dont je vais parler par rapport aux mesures de Planck? Comme je suis filmé, je vais faire très attention à ce que je dis sur Planck, parce qu'après, je ne veux pas avoir d'histoire avec la police, comme on dit, mais j'ai été surpris quand même que Planck ait été présenté comme une confirmation si appuyée du modèle prétendument parfait de l'univers, puisqu'ils ont le communiqué de presse s'appelait un modèle d'univers presque parfait, qui est le modèle avec constante cosmologique. Parce que lorsqu'on y regarde, et je sais qu'à l'intérieur de la communauté des Planckiens, si on peut les appeler comme ça, le débat est quand même ouvert. Lorsqu'on regarde les données fabuleuses et le travail magistral et phénoménal qui a été réalisé par toute l'équipe, l'ensemble des collaborateurs au projet Planck, et qu'on laisse libre la possibilité que ça ne soit pas une constante cosmologique, parce qu'après on n'en sait rien, a priori, on se rend compte qu'il y a un modèle qui est privilégié, qui est un modèle caractérisé par une équation d'état, le paramètre petit w dont je parlais tout à l'heure, qui est justement, je ne sais pas si vous le voyez ici, que j'ai entouré ici, moins 1,2. Et là, nous, on était très contents, parce que moi, personnellement, et
mon équipe attendait les résultats de Planck pour savoir si les modèles qu'on avait construits pour tester l'énergie noire, la structuration, restaient d'actualité par rapport aux résultats de Planck. Et si vous regardez la valeur de ce paramètre que nous avions choisi avant que les résultats de Planck soient connus, eh ben c'est justement la même valeur, moins 1,2. Donc on a vu un petit peu de nez là-dessus. Bon, ça ne veut pas dire que c'est le bon modèle, mais en tout cas, ça veut dire que ce modèle, et selon moi, Planck, tend à montrer, on voit ici les surfaces de confiance, les analyses statistiques des données Planck, comme elles apparaissent dans le papier numéro 16 des résultats du satellite Planck aujourd'hui, Cosmological Parameters, que ce modèle est tout à fait d'à propos. Il est même considéré, dans le cadre de cette modélisation, où on introduit ce paramètre, comme étant le best fit lorsqu'on tient compte d'un certain nombre de données. Si on introduit d'autres données, les choses évoluent un petit peu, mais si on tient compte des données Planck, eh ben c'est même le modèle qui semble être préférable. C'est pour ça que, pour moi, bien sûr, si on se limite à une description qui cale en termes de paramètres possibles à la description d'un modèle avec constante cosmologique, la constante cosmologique semble un choix tout à fait approprié. Mais si on ouvre la possibilité, et a priori on ne le sait pas, donc il faut le faire, sinon c'est pas normal, et bien là, on obtient des modèles où la constante cosmologique apparaît comme un modèle beaucoup plus improbable, et que les modèles qui apparaissent sont plutôt, donc, par exemple, un modèle caractérisé par une équation d'état où ce paramètre vaudrait moins 1,2, qui ne peut être interprété que en progressant sur notre compréhension de la physique, etc., comme une extension nécessaire de notre description des lois de l'infiniment grand. Je referme la parenthèse. Donc maintenant qu'on a pu construire des modèles formellement, avec plutôt une interprétation microscopique, plutôt une interprétation d'extension des lois de l'infiniment grand, ou un modèle référence, qu'on est capable de les calibrer par rapport aux observations, que ce soit incluant Planck, ou les supernovas, ou plein d'autres observations, on peut se poser la question, formellement, et c'est un premier calcul, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'on avait réalisé il y a maintenant pas mal d'années, si la structuration de l'univers serait effectivement différente dans un modèle ou dans l'autre. Et donc, on le voit ici, on ne voit pas très bien, on voit mieux sur... On partait d'une distribution, voilà, qui est essentiellement, qui est la même pour tous les modèles, puisqu'ils ont été calibrés sur les observations. Donc, par définition, ils sont la même au tout début de l'histoire de l'univers ou à grande échelle. Et on superpose ici trois couleurs, du vert, du bleu et du rouge, qui donnent alors du blanc. Et qu'au cours du temps, on voit la matière s'effondrer dans chacun de ces modèles, mais sur une simulation, je dirais, plus simple. Et on voit clairement que les objets qui se forment vont apparaître à des époques différentes. La forme de ces objets, la distribution spatiale de ces objets est effectivement différente. Donc c'est une bonne indication que la structuration peut être une signature du modèle cosmologique. Évidemment, pour pouvoir aller en dire plus sur le modèle cosmologique, il va falloir être beaucoup plus performant sur notre capacité à modéliser ces modèles. Je passe sur ça qui est un peu compliqué, qui est un peu technique. Et j'en arrive donc à la question de savoir jusqu'à quel point on est capable d'aller modéliser la structuration de l'univers et d'aller détecter dans cette structuration la signature qui nous dirait, ben voilà, c'est parce que la structuration se déroule comme ceci, c'est parce qu'elle conduit à tel univers structuré comme cela, qu'on peut dire que l'énergie noire est de cette nature, et donc que la nature de l'espace et du temps est de cette nature. Alors, pas beaucoup, mais ici est expliqué comment on va faire pour suivre, je ne sais pas si on ne peut pas baisser la lumière, parce qu'on ne voit pas bien sinon les films, juste l'effondrement de la matière. Et on voit que le phénomène est vraiment multi-échelle, tout se passe à toutes les échelles, qu'on voit apparaître au cours du temps des halos de matière, voilà, ça redéfile. On part, vous voyez, très loin dans l'histoire de l'univers. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et donc ça illustre simplement cette distribution de matière. Couper même au maximum, ça sera le mieux. Je ne peux pas couper. D'accord. Voilà. On voit comment elle s'effondre, cette matière. Et la difficulté, est écrite ici toute la modélisation nécessaire pour procéder au suivi
de cette matière dans un univers qui lui-même s'expand, se dilate au cours du temps. La difficulté, c'est qu'on veut être capable de suivre avec grande précision la formation des différents objets qui apparaissent dans toute l'histoire de l'univers, et de les suivre avec la plus grande précision, la plus grande résolution spatiale, à la fois donc en masse, en particules qui caractériseraient ces objets, et en points de grille qui décriraient la distribution de la matière de ces objets. D'accord ? Le schéma général, là je suis un peu technique, mais c'est important. De la même façon que l'observateur vous explique comment le télescope peut fonctionner, comment un satellite peut observer toutes les images, c'est important de savoir comment le calcul puisse être réalisé. Ce que vous observez là, ce n'est plus un suivi qu'on qualifierait de lagrangien précédemment, où on se déplace avec les particules, c'est une description qu'on qualifierait d'eulérien, c'est-à-dire qu'on est en un point de l'espace et on voit comment la matière, la densité